Bien, merci beaucoup. Alors moi, j'ai la charge de vous présenter, de faire un petit peu la synthèse de- des réflexions, de la position de la Société française de médecine d'urgence et de la Société de réanimation en ce qui concerne euh, le contexte des décisions de limitation des thérapeutiques euh, dans l'urgence. C'est-à-dire quand on est appelé au chevet d'un patient, que ce soit aux urgences à domicile, dans un service d'hospitalisation, dans un EHPAD, qui est en situation d'urgence vitale, est-ce qu'il faut entreprendre des manœuvres de réanimation invasives, compliquées, potentiellement handicapantes par la suite, etc. Donc là, vous avez les noms des personnes concernées. Alors, mon nom apparaît en premier parce que je suis le premier en ordre alphabétique, ce qui a parfois des avantages. Ce ne sera pas la même chose dans le papier qui sera publié, j'espère, bientôt sur différents supports. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Alors, quels sont les enjeux et les problématiques? Vous l'avez compris, parce que Bertrand, Quentin l'a déjà abordé de manière assez prolongée. On a bien sûr tout un contexte légal et réglementaire maintenant qui nous rappelle qu'on doit assurer aux patients une vie digne, une fin de vie digne, des soins palliatifs adaptés, qu'on doit respecter sa volonté, qu'on ne doit pas pratiquer d'obstination déraisonnable. Mais tout ça, ça nous a paru compliqué, c'est d'ailleurs l'objet du travail, ça nous a paru compliqué à utiliser dans le contexte de l'urgence où il faut prendre des décisions parfois très rapides de réanimation ou de non-réanimation. Bien sûr, les enjeux, c'est respecter la volonté du patient, ne pas le faire souffrir, satisfaire les proches, ça en fait partie, répartir équitablement les ressources, parce que nous ne pourrons pas prendre tous les patients en réanimation. Il n'y aura pas, dans les décennies qui viennent, d'augmentation du nombre de lits, ni d'augmentation des ressources allouées à la réanimation, ça c'est certain, hein, tant sur le plan national que sur le plan international. Et puis enfin, face à toute cette pression de fin de vie de plus en plus fréquente dans les services de réanimation, mais aussi dans les services de médecine ou de chirurgie, il faut penser aussi à préserver le personnel qui met beaucoup d'affectivité dans le soin apporté aux patients en fin de vie lourdement handicapés et à s'occuper des familles. Alors, notre travail a consisté en d'abord identifier certaines problématiques, hein, les voici. Donc, comment identifier l'obstination déraisonnable en situation d'urgence, on va en reparler. Comment concilier procédure collégiale et situation d'urgence, c'est ce qui nous a paru le plus compliqué, et c'est là qu'il nous est apparu que les textes réglementaires et les recommandations des sociétés savantes s'écartaient vraiment beaucoup de la pratique de tous les jours, où nous avons des décisions à prendre en urgence qui finalement s'accordent mal avec le principe de la collégialité réfléchie, anticipée, parfois répétée. Et puis, sur le plan pratique, comment organiser les limitations thérapeutiques en urgence. Alors, pour éclaircir un petit peu la situation, voilà, finalement, le schéma concret, devant une urgence vitale, qu'on prenne en charge le patient au domicile, au SAU, dans un service d'hospitalisation, n'importe où. Est-ce que la situation est claire sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire, réanimation ou limitation des thérapeutiques, oui, non. Et puis, bien souvent, malheureusement, la situation n'est pas claire et on sera peut-être amené à faire ce qu'on appelle une réanimation d'attente, dont nous reparlerons. Et puis, si on décide des limitations, il y a des questions pratiques qui se posent. Anne-Laure, qui présentera ensuite, dira comment on pense qu'il faut faire dans les services d'admission des urgences. Et il faudra certainement mettre en place des procédures, mais nous en reparlerons. Donc, les questions qu'on s'est posées à ces différentes étapes, quels patients ça concerne, les questions de la limitation ou pas, comment réunir les informations pour prendre une décision rapidement, quelles sont les conditions de la collégialité, et là, le groupe a pris quand même une position forte, vous allez voir, quels sont les intervenants ressources, etc. Et puis, quand on a décidé des limitations thérapeutiques, quel est vraiment le projet thérapeutique, comment est-ce qu'il faut l'écrire, assurer la traçabilité, et quel pourrait être le parcours du patient.
Alors Bertrand l'a rappelé, finalement, qu'est-ce que c'est que l'obstination déraisonnable? Chacun a ses valeurs, et c'est une question qui est difficile à trancher. On n'a pas de score pour dire ce que c'est qu'une obstination déraisonnable, donc on fait intervenir l'humain là-dedans, et il nous a semblé que là, sur ce point-là, il fallait qu'on prenne position, même si vous allez voir, on a essayé d'aller plus en avant dans la pratique, dans le concret, mais il y a toujours les valeurs individuelles qui interviennent, donc la réponse n'est pas vraiment tranchée. Quel patient ça concerne? Vous en avez une petite idée, ça concerne tous les patients déjà invalides, très fragiles, qui ont on va dire une vulnérabilité importante, et je pense aux patients déments, aux patients à l'état général altéré par une maladie chronique terminale qui ne peut pas guérir, comme l'hypertension artérielle pulmonaire sévère, le BPC au stade 4, oxygénothérapie très limitée dans ses activités quotidiennes, les patients très âgés, bien sûr les patients totalement dépendants, GIR1, les patients très âgés, etc. En ce qui concerne les patients très âgés, alors moi quand j'ai commencé la réanimation, on mettait la barre assez facilement à 75, et parfois on avait des 80 ans dans le service. Et puis au fur et à mesure du temps, et avec l'amélioration des techniques de réanimation certainement, et un devenir un petit peu plus satisfaisant pour certaines catégories de patients, eh bien, on a commencé à admettre des patients de plus en plus âgés, voire de plus en plus limités. La question que s'est posée Bertrand Guidé dans cette étude randomisée en cluster, qui a été pratiquée dans 25 hôpitaux, c'était de savoir si finalement on apportait quelque chose aux patients âgés de plus de 75 ans, on aurait pu mettre la barre un petit peu plus haut peut-être. Est-ce qu'on leur amène quelque chose en les prenant systématiquement en réanimation dès l'instant où ils manifestent une défaillance d'organes? D'accord? Donc ça, c'est un groupe, des hôpitaux ont été randomisés dans ce groupe. Et puis, dans l'autre groupe, les patients sont admis en réanimation selon la pratique habituelle locale, c'est-à-dire que l'urgentiste parle avec ses collègues, avec le réanimateur, on voit la famille, on évalue ce qui serait déraisonnable ou pas, et on admet finalement le patient en réanimation qu'après cette réflexion. Et donc, les résultats de cette étude, ils sont plutôt troublants, puisque finalement, la mortalité à 6 mois, elle est plus importante, de manière très significative, dans le groupe qu'on admet systématiquement en réanimation. Alors bien sûr, quand c'est ajusté sur certains facteurs de gravité, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Hein. Oui? Non? Quand c'est ajusté sur certains indices de gravité, il n'y a plus de différence significative. Il n'empêche que, très vraisemblablement, on n'a rien amené globalement, statistiquement, à ce groupe de patients en l'admettant systématiquement en réanimation. Et bien sûr, vous voyez, le protocole a été suivi de manière plutôt efficace, puisque, bien sûr, dans le groupe stratégie systématique d'admission en réanimation, il y avait bien plus de patients âgés admis en réanimation. Voilà, cette autre étude, on va dire observationnelle, qui montre que plus les patients âgés sont fragiles, on va voir ce que c'est que la fragilité après, et plus ils ont une mortalité élevée, et vous voyez que cette mortalité, elle approche les 80% quand les patients ont tous les indices de fragilité. Donc ce qui fait se poser la question, bien sûr, de la légitimité d'admission de ces patients en réanimation. Voici ce que c'est que l'indice de fragilité utilisé dans cette étude. Eh bien, bon, c'est voilà, des patients qui vivent très bien et qui ne sont pas du tout dépendants, des patients moyennement dépendants, et puis enfin des patients totalement dépendants. Voilà. Toujours pour parler de ces patients dépendants, parlons des patients GIR1 et GIR2. Bon, c'est les groupes iso-ressources, hein, vous connaissez ça. Les patients GIR1 confinés au lit, qui n'ont pas d'activité mentale, enfin de relation, bien évidemment,
Je crois qu'on peut se mettre d'accord d'emblée là-dessus. Il ne faut pas admettre ces patients-là en réanimation. Et puis la question se pose, et la réponse du groupe, c'est bien sûr non. La question se pose aussi pour les patients GIR2, qui sont les patients déments GIR2, c'est-à-dire qui déambulent, mais qui ont besoin d'assistance pour toutes les activités de la vie quotidienne, et qui ne sont plus cohérents et qui sont totalement désorientés. Ceux-là, je pense qu'il ne faut pas les admettre en réanimation. La question peut se poser parfois, pour ces patients-là, savoir s'il ne faut pas faire de la réanimation, si finalement la pathologie qui nécessiterait une intubation, par exemple, c'est quelque chose de réversible très rapidement, ou si simplement il y aurait besoin de mettre une sonde d'entraînement puis un pacemaker rapidement. C'est vrai que la question peut se poser, là il faudra s'entretenir avec les familles. En tout cas, le groupe qui a réfléchi là-dessus dit d'emblée non. Donc la balance pencherait plutôt pour le non. Il faut se souvenir que parmi ces patients-là, et ça penche très fort dans la balance, 70% d'entre eux mourront dans les 6 mois quand ils sont admis en EHPAD. Donc, ce qui fait qu'on pourra toujours faire des études, mais la survie à 90, 180, puis 1 an, elle sera toujours pas formidable dans ces groupes-là. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre patient Je ne sais plus. Les patients cancéreux, bien sûr, sans traitement curatif envisageable. Alors, pour les patients d'oncologie hématologique, la Société d'hématologie a travaillé avec la Société de réanimation et ont établi certaines règles dans lesquelles il reste quand même une zone grise assez importante où il faut de l'évaluation, de la discussion avec le patient, la discussion avec les familles. Il n'empêche que, pour forcer un petit peu le trait, j'ai mis ici sur cette diapositive la mortalité des patients avec cancer du poumon ventilé, avec un performance status important, c'est-à-dire une fragilité importante, un amaigrissement, une dénutrition. Vous voyez que ces patients-là, ils meurent dans presque 100% des cas à l'hôpital, donc c'est un élément important dans la réflexion, y penser certainement. Et puis, c'est important à avoir en tête pour le réanimateur, parce que les oncologues vous diront toujours qu'il y a une possibilité de thérapie ciblée. Quand vous en êtes à la 4e ligne de chimiothérapie, que le patient a perdu 20 kg de muscle, je crois que le problème de la thérapie ciblée, il ne se pose plus. Bien sûr, on a parlé de la réanimation d'attente. Quand il y a incertitude, ce qui est assez fréquent, malheureusement, vous le savez bien, eh bien, il y a nécessité d'une évaluation qui peut prendre quelques heures, le temps de faire un scanner aux urgences, par exemple, ou prendre quelques jours, comme l'ICU trial que défend Elie Azoulay pour les patients d'hématologie, mais là, vous ne découvrez rien. Alors voilà, se pose la question de la collégialité. Alors bien sûr, on est tous tombés d'accord sur le fait qu'en journée, aux heures ouvrables, quand tout le monde est présent dans l'hôpital, ou joignable par téléphone, etc., il est hors de question de bâcler la procédure collégiale, si vous voulez. On a tout le temps de le faire. Il n'y a aucune raison d'accélérer le processus. C'est sûr qu'il ne faut pas traîner et prendre plusieurs jours, mais il n'y a aucune raison de tronquer certains aspects de cette procédure collégiale telle qu'elle est édictée dans la loi. Il faut réunir tout le monde et tous les avis. En revanche, quand vraiment se pose la question de l'urgence et que c'est la nuit, le week-end, ce qui est finalement très fréquent, dans 3/4 des cas, eh bien là, le groupe est tombé d'accord sur le fait qu'on pouvait adopter ce qu'on appelle une procédure de collégialité restreinte et qu'éventuellement un seul autre intervenant médical pouvait être suffisant, et éventuellement par téléphone, mais Anne-Laure en parlera plus longuement que moi, et en particulier sur le rôle du régulateur au centre 15. Là aussi, je pense que c'est Anne-Laure qui parlera plus spécifiquement du problème des urgences, comment faire tout ça, comment communiquer avec les proches dans le contexte de l'urgence pour prendre une décision rapidement. Le groupe est tombé d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas de raison de simplifier la procédure de limitation des thérapeutiques parce qu'il y avait urgence, mais qu'il fallait s'adapter à cette situation et qu'il fallait
adopter un projet thérapeutique et en particulier avoir dans le service, en réanimation, aux urgences, au SAMU, etc., des procédures bien établies pour savoir comment faire, qui contacter, écrire tout ça, tracer les décisions prises. Voilà.